Monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue. Je passe sur le thème de la politique européenne ainsi que sur le sujet peut-être de la Syrie. La parole immédiatement à monsieur le conseiller fédéral. Merci, bonjour à tous. Plusieurs sujets de politique extérieure aujourd'hui. J'aimerais dire quelques mots sur les décisions relatives à l'aide humanitaire en Syrie et puis après faire le point sur le dossier de politique européenne. Concernant l'aide humanitaire en Syrie, je crois que vous connaissez tous la situation. Nous avons décidé ce matin deux choses. Tout d'abord, la première, c'est une aide d'urgence supplémentaire. Donc, l'aide humanitaire suisse a déjà pris des décisions consécutives depuis l'été d'augmentation de moyens. Et cette fois-ci, nous avons décidé, sur demande aussi des organisations internationales, tout spécialement des agences onusiennes, de faire une aide immédiate de 5 millions supplémentaires juste avant l'hiver, qui touche en fait, et vous aurez bientôt à communiquer, paraît-il, il n'est pas encore sorti, mais il va venir, qui touche les agences UNRWA, HCR et puis également UNICEF pour des choses très concrètes au moment où l'hiver s'approche et où la situation, comme je l'ai dit, est vraiment très difficile. L'évolution est aussi toujours plus difficile. Il y a actuellement à peu près 2,5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence et il y a 450 000 réfugiés et les chiffres vont augmenter fortement encore ces prochains temps. Les financements des agences onusiennes pour les programmes liés à la Syrie et aux pays voisins sont largement insuffisants et la Suisse a décidé donc de faire un geste supplémentaire. Et elle souhaite également, évidemment, que de nombreux autres pays suivent le mouvement. Le crédit devra quand même formellement passer encore devant le Parlement. C'est pourquoi on a décidé ça aujourd'hui. Ça passera la semaine prochaine. C'est un crédit en fait en supplément dans ce qu'on appelle le Nachtrag au compte 2012 qui passe la semaine prochaine au Parlement et qui sera en fait entièrement compensé dans le cadre du département fédéral des affaires étrangères. Nous avons décidé également à plus long terme, mais pas trop lointain, donc pour les prochains mois, d'étudier très sérieusement la tenue d'une conférence internationale relative à l'aide humanitaire et au droit international humanitaire en Syrie et dans les pays voisins, qui se tiendrait à Genève, qui serait organisée par la Suisse et par d'autres partenaires, en particulier l'Union européenne, et qui aurait pour but d'obtenir des augmentations de moyens aussi nécessaires que possible et aussi importantes que possible pour l'aide humanitaire, qui aurait aussi pour but de faire un appel international au respect du droit international humanitaire, au respect des accès pour l'aide humanitaire et également au respect de la sécurité ou à l'assurance de la sécurité autant que possible pour les humanitaires dans leur travail dans cet endroit du monde. Nous pensons que cette conférence, si elle peut avoir lieu, donc nous y travaillons depuis quelques jours, mais c'est un projet qui commence, si elle peut avoir lieu, devrait pouvoir se tenir vers le début du mois de février, ou en tout cas dans cette période-là, dans ce début de l'année 2013. Voilà, ça c'est pour la Syrie, et comme je vous l'ai dit, je croyais que vous l'aviez déjà reçu, mais vous allez recevoir un communiqué qui vous donne encore des éléments plus concrets ou qui confirme un certain nombre de points sur ce dossier-là. Ensuite, concernant l'Europe, nous avons fait le point sur la politique européenne. C'était l'occasion de faire un état de situation du dossier, également l'occasion de rappeler l'objectif général du Conseil fédéral qui est clairement la poursuite de la voie bilatérale et la rénovation de cette voie bilatérale. Donc c'est un objectif que vous connaissez et qui est réaffirmé. J'aimerais rappeler ici que le Conseil fédéral en 2010 avait déjà étudié une série de voies et était arrivé à la conclusion que la voie bilatérale était celle qu'il fallait suivre. En 2011, il avait décidé d'intégrer cette voie bilatérale dans une approche d'ensemble et coordonnée. Et puis cette année, il avait décidé de rénover cette voie bilatérale en proposant de manière active des solutions à ces fameuses questions institutionnelles qui ne trouvaient pas de solution depuis quelque temps déjà. Par ailleurs, j'aimerais aussi rappeler d'emblée que cette voie bilatérale a fait l'objet de plusieurs décisions populaires, en fait 5 qui étaient clairement sur la voie bilatérale elle-même, dont une d'entre elles sur la contribution à la cohésion et 2 votes
sur des initiatives qu'on peut appeler contradictoires par rapport à cette voie bilatérale et qui avaient été toutes deux refusées à 75% des voix à peu près. Les raisons principales à la base du soutien de la voie bilatérale, je dirais qu'il y en a deux. La première d'entre elles, c'est la cohésion du pays. Et la deuxième, c'est l'efficacité de cette voie. La première raison, la cohésion du pays, mérite qu'on dise quelques mots. On est entré depuis quelque temps déjà dans une période réellement d'instabilité et il n'y a pas beaucoup de facteurs de stabilité en Europe. Il y a une instabilité très grande et quelques facteurs de stabilité. Un facteur de stabilité est clairement la Suisse. Et clairement la Suisse qui se comporte de manière particulièrement remarquable dans son économie et ses conséquences sociales par rapport à la situation qui prévaut dans le continent et même au-delà. Et si on regarde cela, eh bien on arrive à la conclusion politique qu'il est bon de ne pas jouer avec le feu de la division du pays, qu'il est bon également dans toutes les composantes du pays de se rendre compte que ce pays peut se retrouver derrière la voie bilatérale et que c'est au fond la voie qui est la seule prioritaire et majoritaire dans ce pays pour la politique européenne. La deuxième raison est une raison d'efficacité. C'est une voie, que je l'ai dit, est efficace pour la Suisse. En matière d'indicateurs socio-économiques, c'est éclatant, mais c'est aussi efficace pour l'Union européenne. L'Union européenne a, avec la Suisse, un partenaire qui est juste derrière la Chine, en tant que troisième partenaire économique. Ça représente en échanges commerciaux 1 milliard par jour. Ça représente pour l'Union européenne au niveau de la balance commerciale 40 milliards de bénéfices dans la balance commerciale, de solde positif pour l'Union européenne. Et ça représente de nombreux emplois. Un pays qui fonctionne avec des entreprises aussi dynamiques que la Suisse, des emplois en Suisse et ailleurs qui sont liés aux entreprises suisses. Ceci dit, une fois qu'on a fait ces remarques à notre sens de fond sur les raisons fondamentalement politiques de se concentrer sur la voie bilatérale, eh bien, il faut être conscient aussi que le pays doit être prêt à faire des réformes qui sont utiles, qui sont nécessaires pour l'avenir de cette relation avec l'Union européenne qui est si importante. Et c'est pourquoi nous avons fait des propositions de manière active dans le cadre de cette question institutionnelle. Ces propositions, vous les connaissez, on les a déposées il y a 6 mois. Je vous les avais présentées. Depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses et pas encore assez. Donc je vais revenir là-dessus, mais tout d'abord vous rappeler quand même que nous avons répondu avec cela de manière concrète à toutes les questions concrètes également qui se posaient en matière institutionnelle. Donc la Suisse a répondu de manière générale à la volonté d'homogénéité du marché intérieur qui est l'élément essentiel de l'opération par des solutions dans la reprise du droit à dynamiser mais sans automatisme, ce qui dans d'autres modèles dont on parle ces temps ne serait pas le cas. On devrait reprendre toute une série d'éléments de droit alors que la voie bilatérale permet de reprendre les éléments de droit que l'on souhaite dans les domaines bien précis où l'on souhaite avoir ces accords bilatéraux. Il y a l'interprétation du droit où nous avons proposé clairement une solution qui est tout à fait jouable avec le fait que le tribunal fédéral tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne et qu'en plus il y a un dialogue entre le tribunal fédéral et la Cour européenne de justice. Donc sur le plan de l'interprétation du droit, on peut penser assez raisonnablement que le problème n'existe pas. Et sur le troisième domaine, le domaine de la surveillance, alors là, nous avons proposé un parallélisme de système entre le système qui existe à l'Union européenne, qui est un système à 2 étages, avec la Communauté européenne puis la Cour européenne de justice, et nous avons proposé un système identique, presque avec un miroir, mais pour la Suisse, avec l'autorité de surveillance indépendante, pendant de la commission, et puis le tribunal fédéral, si cela est nécessaire. Ça, c'est le point le plus délicat. Vous le savez, la surveillance, je vous dirai après les réactions qu'on a jusqu'à présent, mais c'est clairement le point sur lequel il y a le plus de distance entre l'Union européenne et la Suisse pour trouver la solution. Et puis le quatrième élément institutionnel, c'est la résolution des conflits. Et là, nous avons proposé un système à 3 étapes.
le comité mixte, et si on n'arrive pas à s'entendre, des mesures de compensation, et si on n'est pas d'accord sur ces mesures de compensation, un tribunal arbitral qui peut se prononcer sur la nature de ces mesures de compensation. Ce qui est d'ailleurs un système qui ne serait pas meilleur. Avec l'espace économique européen, c'est à peu près la même chose, en l'occurrence, donc il n'y a pas d'amélioration avec l'espace économique européen sur la question des résolutions des conflits. Il y a en revanche un problème sérieux avec l'espace économique européen dans le cadre de la reprise du droit. Par ailleurs, les propositions ont aussi été faites par la Suisse dans d'autres domaines, que ce soit sur l'électricité ou sur la question fiscale, tout spécialement la fiscalité des entreprises. Ça, c'est pour ces derniers mois. Pour ces dernières propositions, je veux dire. Et ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Suisse a décidé d'informer très largement sur sa vision de cette rénovation de la voie bilatérale dans un environnement européen qui a d'autres chats à fouetter. Donc, vous imaginez bien que les pays européens, à l'heure actuelle, et l'Union elle-même, ce n'est pas sa première préoccupation de s'occuper de ce genre d'éléments technico-juridiques de la question institutionnelle. Mais enfin, c'est l'Union européenne qui pose la question. Alors, nous avons expliqué non seulement à l'Union, mais nous avons expliqué dans les capitales, auprès des États membres, à tous les niveaux. Et ça a été 6 mois d'intenses discussions intéressantes, avec un intérêt poli au début, un intérêt toujours poli maintenant, mais quand même un démarrage de réflexion au sein de l'Union, puisque depuis 2 mois environ, les groupes de travail de l'Union européenne, tout spécialement ceux qui s'occupent des relations avec la ILE, ont commencé à s'occuper vraiment du dossier. Il y a aussi eu cette discussion directe avec notre chef de mission au début du mois de novembre à Bruxelles, et ce groupe qu'on appelle le COEFTA-Gruppe en allemand, le groupe donc qui s'occupe de la ILE dans le cadre du Conseil de l'Union européenne. Et puis il y a eu la désignation d'une personne, enfin, responsable du dossier, qui est M. O'Sullivan, le directeur général administratif du service d'action extérieure, qui est un homme rompu à la négociation et qui a été choisi pour s'occuper de ce dossier. Et il a eu une première réunion, donc il a fallu encore une fois 6 mois. Maintenant, il a eu une première réunion avec M. O'Sullivan à Berne il y a quelques jours. Et il a été décidé là d'échanger les positions, qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis de dire aussi maintenant il est nécessaire d'approfondir les éléments techniques, les éléments juridiques et les éléments politiques à un moment donné qui permettront, nous le souhaitons ardemment, de trouver une solution commune. Et ça a été décidé de fixer une prochaine réunion qui aura lieu en janvier de l'année prochaine, qui a déjà été fixée. Donc le processus est lent, mais le processus existe et la discussion a de fait commencé sur ces éléments, propositions suisses en matière institutionnelle. Le Conseil fédéral réaffirme ici sa volonté de discuter de manière constructive ces questions institutionnelles. Il a pris acte des appréciations formulées par l'Union européenne et les États membres jusqu'ici. Donc il n'y a pas de réponse officielle. C'est peut-être ce que vous souhaitiez aujourd'hui, mais il n'y en a pas pour le moment. En revanche, je peux vous donner déjà un peu les appréciations qui ont été à plusieurs reprises exprimées, encore une fois, que ce soit dans le cadre de la Commission ou dans le cadre des États membres et du Conseil, dans le cadre de la préparation des positions qui seront prises par la suite. D'abord, il y a clairement un accueil favorable de la volonté suisse d'atteindre une homogénéité et de la réalité du fait qu'on a fait des propositions concrètes. Ensuite, il y a une demande de clarification détaillée concernant la reprise du droit et concernant l'interprétation du droit, ce qui peut tout à fait être fait dans le cadre d'une négociation réelle. Ensuite, il y a une critique forte du caractère strictement national de l'autorité de surveillance. Je vous l'ai dit, ça c'est le point le plus délicat, où les positions sont très éloignées. Et puis, il y a une demande d'une solution horizontale réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution institutionnelle, l'Union européenne a toujours l'impression que la Suisse veut en fait trouver une solution institutionnelle sur un accord et qu'une fois qu'elle l'aura, par exemple sur l'accord électricité, eh bien qu'elle ne serait pas prête à le duplifier ou à le reprendre tel quel dans d'autres cas. Et là, c'est très clair. La Suisse a toujours dit qu'elle était d'accord maintenant sur le principe de la recherche d'une solution donc horizontale, c'est-à-dire une solution unifiée en matière institutionnelle, mais qu'elle souhaitait la tester, cette solution,
de manière concrète, en la discutant dans un cas concret et pas comme ça, coupé de toute réalité. C'est pourquoi nous avons pris l'accord qui est le plus proche de sa conclusion, l'accord électricité. Mais sur le principe même, il n'y a pas de divergence. En revanche, l'Union européenne a souvent évoqué la volonté non seulement d'avoir de l'horizontalisme pour le futur, mais aussi de l'horizontalisme pour le passé, c'est-à-dire de demander la même solution institutionnelle qui serait trouvée, également comme solution pour les accords déjà passés. Ça, c'est un point sur lequel nous ne sommes pas entrés en matière dans cette première partie de discussion, puisque nous avons toujours dit qu'il s'agissait d'accords passés qui sont là et d'accords futurs sur lesquels nous sommes d'accord d'entrer en matière pour une solution institutionnelle unifiée ou horizontale. Le mot est égal, l'important c'est de comprendre ce que ça veut dire. Donc la volonté de la Suisse, au fond, elle n'est pas différente de celle de l'Union sur ce point, donc on devrait pouvoir se retrouver. Et puis l'Union a demandé de l'ouverture à l'égard d'autres propositions. Nous sommes en fait prêts à discuter avec l'Union européenne. Il n'y a pas eu de contre-proposition de l'Union européenne à ce stade. Il y a eu des idées de certains États membres. Pour prendre un exemple, certains États membres, en particulier un État membre, a évoqué le tribunal arbitral dont on parle dans le domaine Streitbeilegung, résolution des conflits. Et il a dit, au fond, pourquoi on ne donnerait pas davantage de pouvoir à ce tribunal arbitral. C'est une idée que l'on peut creuser. Nous n'avons pas de problème sur l'idée même et sur la volonté d'étudier ce genre d'éléments complémentaires. C'est pour cela que les discussions sont prévues en janvier d'ailleurs. Puis dernier point de réaction de l'Europe, de l'Union européenne, c'est une difficulté de compréhension de l'Union européenne relativement aux liens que le Conseil fédéral fait avec d'autres dossiers. Donc, le Conseil fédéral a dit, pour être très clair, que la contribution à l'élargissement 2 pouvait difficilement être envisagée sans des progrès concrets dans le cadre de dossiers aussi importants que l'institutionnel et le fiscal. Et nous confirmons ici qu'il s'agit d'une position très pragmatique, qui consiste à dire qu'en Suisse, on voit assez mal des majorités se former avec un enthousiasme délirant pour une contribution à l'élargissement s'il n'y a pas par ailleurs un mouvement qu'on peut considérer comme constructif dans les dossiers de l'institutionnel et du fiscal. Donc il ne s'agit pas d'une position politique butée, mais il s'agit d'une position politique pragmatique. Nous sommes en revanche prêts à assumer les responsabilités de la Suisse dans le domaine de l'élargissement, pour autant, encore une fois, que l'on puisse déblayer la voie sur les questions difficiles qui sont actuellement plutôt bloquantes, l'institutionnel et le fiscal. Le Conseil fédéral a mis en place ce matin encore l'organisation interne pour la préparation des discussions à l'égard de l'Union européenne du début de l'année prochaine, mais je ne pense pas que ça vous intéresse énormément. C'est des éléments d'ordre technique et d'ordre interdépartemental, de manière à être le mieux préparé pour pouvoir avancer réellement dans ces discussions qui auront donc lieu à la fin du mois de janvier de l'année prochaine. Et puis nous avons décidé de faire régulièrement le point sur l'évolution des relations avec l'Union européenne, évidemment, compte tenu du fait qu'on entre dans une phase où les choses peuvent évoluer assez vite sur un point ou sur un autre, qu'il est important de garder un contact très étroit au sein du Conseil fédéral sur cette question. Voilà, mesdames et messieurs, je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions si vous en avez. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je prends volontiers vos questions. Qui souhaite s'exprimer en premier? Monsieur Petignan. Monsieur le conseiller fédéral, c'est la question que tout le monde allait vous poser, alors je vous la pose le premier. Vous avez été délégué. Que pensez-vous de la proposition du président des partis gouvernementaux de remettre sur la table de discussion l'espace économique européen? Et question annexe, est-ce que cette proposition ne va pas compliquer la tâche du Conseil fédéral qui, lui, attend de négocier sur ses propres propositions? Non, je ne crois pas que ça va nous compliquer la tâche. Elle est déjà suffisamment compliquée. À partir d'un certain niveau de douleur, vous savez, il n'y a plus de différence. Donc, cette discussion est de toute manière compliquée. On sait qu'il y a en Suisse une grande fébrilité, une quasi-incapacité naturelle à s'unir dans ce cadre de négociation à ce moment-là. Notre force, c'est qu'on arrive toujours à s'unir au bon moment. Et pour ce qui concerne la proposition, le Conseil fédéral tient surtout à dire, encore une fois, que la voie bilatérale est la voie choisie par la Suisse. C'est la voie choisie non pas seulement par le Conseil fédéral, mais par la population suisse. Alors bien évidemment
qu'il faut guider parfois, qu'il faut montrer des voies, qu'il faut convaincre, mais là c'est très clair. La voie bilatérale est ce qui fait la cohésion du pays, ce qui permet à l'ensemble de ce pays de se retrouver dans une politique européenne et je ne vois pas de possibilité de changer de voie à ce moment-là. Et en plus de cela, je pense qu'il est très important vis-à-vis de l'Union européenne d'avoir un discours clair et de montrer quelles sont les possibilités dans un pays à démocratie directe dans lequel toute autre solution serait amenée à connaître assez rapidement un échec. Donc nous devons continuer de discuter et de chercher les bonnes solutions aux questions institutionnelles posées, et celles-ci passent par des discussions sur la base de nos propositions, voire de contre-propositions de l'Union européenne que nous sommes prêts à étudier pour notre part, encore une fois, de manière véritablement constructive. Une question complémentaire. Est-ce que, à vos yeux, l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen aurait des désavantages par rapport à la solution choisie du point de vue, disons, de nos relations avec l'Union européenne? Alors là, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que l'espace économique européen est quelque chose qui consiste à reprendre un acquis communautaire très intense et complet, qui passe par exemple, l'aide sociale avec des droits immédiats sans condition, la privatisation du surobligatoire des caisses de pension, le regroupement familial facilité, l'abrogation de la lex scolaire, la libéralisation du rail, du gaz, de l'électricité, des postes, des télécommunications. Je passe la liste, elle est très longue. Donc en fait, si vous voulez, vous reprenez pratiquement tout l'acquis, mais vous n'avez pas la possibilité de co-décider. Et puis, par ailleurs, vous avez cette situation dans laquelle la voie bilatérale est mise de côté, alors que la voie bilatérale permet précisément de reprendre l'acquis là où on le veut, dans des domaines bien précis. Il faut le faire de manière aussi homogène que possible, et ça, nous reconnaissons que la demande de l'Union européenne est justifiée, parce qu'un marché intérieur doit être aussi homogène que possible. Donc, il faut trouver des solutions à cela. Mais c'est clair qu'une variante qui impliquerait de telles décisions de reprise de l'acquis, alors même que le principe même de reprise automatique est rejeté de manière quasi unanime dans la consultation qu'on a faite il y a 6 mois, ou 7 mois déjà, eh bien, nous ne voyons pas ça comme quelque chose de très réaliste. Voilà, tout simplement. Tandis que la voie bilatérale correspond vraiment dans sa nature à ce que l'on peut et ce que l'on veut faire en Suisse, avec la remarque qu'il nous faut être prêt à faire quelques réformes institutionnelles de manière à rendre cette voie bilatérale acceptable à l'avenir également dans la relation avec l'autre partenaire, l'Union européenne. D'autres questions? Monsieur Burkhardt? Die EU möchte ja mit Ihnen über die Personenfreizügigkeit bezüglich Kroatien verhandeln. Sind Sie dazu bereit zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist ein Thema, das heute nicht diskutiert wurde im Bundesrat, aber das wird in den nächsten Wochen oder mindestens in den nächsten Monaten diskutiert und wir werden da informieren. Aber es ist sicher möglich, eine Lösung zu finden, auch für Kroatien. D'autres questions? Monsieur Guillaume, peut-être d'abord? Oui. Oui, Monsieur le Conseiller fédéral, vous dites que la voie bilatérale est la seule qui soit majoritaire. Or, d'après mes informations, dans les derniers sondages, la libre circulation des personnes perd de plus en plus de soutien. Êtes-vous sûr que la voie bilatérale est encore majoritaire en Suisse? Je suis convaincu qu'il est possible d'obtenir en effet une majorité solide, d'autant plus qu'elle va au-delà des différences dans les domaines politiques, sociaux et économiques. Donc vous trouvez véritablement un consensus helvétique sur la voie bilatérale. Évidemment qu'il y aura des critiques, notamment que les aspects problématiques que l'on attribue à la libre circulation des personnes doivent être abordés franchement, et que, comme dans toute votation que nous avons connue sur ces sujets, il y aura un débat très intense et qu'il n'y a pas forcément une majorité automatique gagnée. Ça dépendra de la manière dont on aborde les problèmes et dont on démontre les qualités de la libre circulation des personnes. La libre circulation des personnes a expliqué une partie de la réussite de ces dernières années. Elle explique aussi qu'il est nécessaire, ou elle implique aussi le fait qu'il faut prendre des mesures d'accompagnement. Et le Conseil fédéral en est parfaitement conscient. Donc sur l'essentiel, il sait la qualité de la libre circulation des personnes, et sur les aspects dans lesquels il faut voir un risque d'abus, il sait l'importance
de renforcer si nécessaire et de confirmer en tout cas les mesures d'accompagnement. Dans ce sens-là, je pense que ça reste en effet non seulement majoritaire, mais prioritaire. Cette voie-là est considérée par la Suisse et par les Suisses de manière très claire comme étant une voie prioritaire et majoritaire. Monsieur Petigna. J'ai relu attentivement les lignes directrices du Conseil fédéral en matière de politique étrangère et vous y dites à un endroit que la politique se doit d'offrir des perspectives au peuple et 20 ans après l'échec de l'espace économique européen, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, quelles perspectives vous pouvez offrir sur 10 ans, sur 15 ans aux Suisses? Est-ce que la voie bilatérale, vous la voyez encore dans 15 ans ou est-ce qu'il y aura un rapprochement fondamental de la Suisse face à une Europe où on le voit, tout est en train de se européaniser, les règles, les transports et notamment la fiscalité? La décision de se lancer dans la voie bilatérale, elle est précisément née de l'échec de l'espace économique européen. Dès le moment où le peuple suisse n'a pas voulu de l'espace économique européen, nous étions dans une situation où il fallait dessiner une perspective. Et c'est cette perspective qui a été dessinée. Il a fallu des années pour arriver à des accords, et après il a fallu des années pour confirmer ces accords, et maintenant il faut des années encore pour les rénover. Et la réforme de la voie bilatérale telle qu'elle est proposée par le Conseil fédéral, avec ses questions institutionnelles, avec ses éléments qui touchent de nouveaux accords dans le domaine électricité, fiscal et voire d'autres, c'est précisément la volonté du Conseil fédéral de dire il y a aussi dans cette perspective du futur une possibilité de stabilité. Et il n'est pas absolument indispensable d'imaginer toujours le pire, l'impossible, alors que cette solution est là et qu'elle fonctionne. Nous sommes bien conscients en revanche que nous devons convaincre nos partenaires, que ce soit l'Union en termes de commission ou que ce soit les États membres dans le cadre du Conseil, et que cette discussion sera longue, difficile, et qu'elle va donner lieu à des hésitations de la part de parties de notre pays, que nous respectons toutes, à plusieurs reprises encore à l'avenir. Donc pour le Conseil fédéral, la question principale, encore une fois, c'est de maintenir, et c'est ça la perspective, un pays soudé, un pays qui démontre cohésion, capacité de stabilité, capacité de création d'emplois, capacité de perspective pour les jeunes, et c'est actuellement le cas. Et le but, c'est de maintenir cela, et pour cela, il faut se battre et pas se diviser. D'autres questions? Monsieur Moser? Une question, est-ce que c'est exact qu'aujourd'hui on est à un stade où chaque nouvelle règle de l'Europe discrimine des sociétés suisses? Non, non, c'est pas exact. Je ne crois pas que chaque nouvelle règle... Blancart, hein? Oui, bon, il faudra qu'il vienne expliquer ce qu'il veut exactement dire. Chaque nouvelle règle de l'Europe discrimine les entreprises suisses? Non. Il y a beaucoup de règles de l'Europe qui discriminent personne. L'important, c'est de trouver des bons accords et de trouver la capacité de garder l'homogénéité dans les domaines où nous voulons intégrer le marché intérieur. C'est la voie bilatérale. Si on arrive à un blocage complet, en effet, progressivement, on sera dans une situation difficile. Pas tout de suite, mais si on arrive à un blocage complet, la situation est différente. Mais on n'est pas encore là. On discute actuellement des solutions qui sont possibles dans le domaine institutionnel et qui régleraient les problèmes de l'homogénéité. Nous souhaitons véritablement pouvoir mener cette discussion jusqu'au bout. Et ça vaut la peine de la mener. Ça vaut la peine de la mener parce que cette voie qui a été choisie par la Suisse, elle a vraiment beaucoup pour elle. Il ne faut pas jeter les choses comme ça. C'est vraiment dommage. Et c'est vraiment faux en plus. Donc moi, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Il faut me donner un exemple concret. Et s'il y a une règle qui discrimine les entreprises suisses, en général, on le sait assez rapidement au Conseil fédéral et on cherche des solutions. Autre question, Monsieur Burkhardt? Wäre es nicht sinnvoll, die institutionellen Fragen vom Stromabkommen zu trennen, die Diskussion zu entkrampfen? Vielen Dank für diese Frage. Das gibt mir vielleicht noch einmal die Möglichkeit, mich zu erklären. Wir wollen nicht unbedingt, dass es nur dann im Stromabkommen diskutiert wird. Das haben wir nie gesagt. Wir haben immer gesagt, trocken, institutionelle Fragen einfach trocken zu diskutieren. Das ist überhaupt nicht begeisternd. Das ist nicht interessant. Institutionelle Frage höre ich manchmal, man braucht sie nicht. Man braucht sie für jeden Abkommen. In jedem Abkommen gibt es einen Teil institutionell. Dann, wenn ab jetzt man will für jeden neuen Abkommen im Binnenmarktbereich
institutionelle Fragen haben, die harmonisiert sind, muss man schon anfangen einmal. Und wir haben gesagt, dann fangen wir an mit dem nächsten Abkommen, das auf dem Tisch liegt. Und das ist Stromabkommen. Und dann können wir direkt, also wirklich praktisch sehen, was es heißt, wenn wir diese neuen institutionellen Fragen oder Antworten in diesen Fragen Stromabkommen bringen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass wir nur dafür, also sicher nicht nur dafür, und wir wären auch offen, das zu tun ohne Stromabkommen und das in einer zweiten Phase zu schauen auf dem Stromabkommen, was es heißt. Aber sowieso wird es über Stromabkommen einmal diskutiert, wie institutionell die Sachen geregelt werden. Im Stromabkommen gibt es jetzt viele Punkte, wo wir materiell eine Einigung haben und noch einige Punkte, wo wir materiell noch nicht diese Einigung haben. Es sind nicht so viele und wir glauben, wir können Lösungen für alle finden. Aber wir müssen auch sowieso die institutionellen Fragen auch für diesen Abkommen einmal regeln. Und wenn die EU sagt, ohne eine harmonisierte institutionelle Antwort für die Zukunft, dann machen wir sowieso keine neuen Abkommen, dann müssen wir auch einmal über Stromabkommen und institutionell diskutieren. Dann hat die Schweiz immer gesagt, machen wir das zusammen. Aber wir sind offen. Wenn es eine neue Lösung gibt, dann sind wir offen. Monsieur Häfliger. Ich habe eine Verständnisfrage. Sie haben sehr stark den Zusammenhalt oder die Kohäsion des Landes betont. Können Sie das noch einmal erklären? Es ist doch Sie gehen viel weiter, dass ein Beitritt oder ein EWR vielleicht heute nicht mehrheitsfähig sind, das ist klar. Aber die Frage ist, offenbar sehen Sie die Kohäsion des Landes auf dem Spiel in dieser Europafrage. Können Sie nicht mehrheitsfähig sein und dass gleich die Kohäsion des Landes auf dem Spiel steht? Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Können Sie das noch einmal erklären, was Sie damit genau meinen? Ich glaube, die Schweiz findet sich in einem Weg. Also, und wenn es dann eine so große Trennung gibt, das haben wir schon gekannt in der europäischen Frage, dann gibt es eine Gefahr für die Kohäsion des Landes, vor allem jetzt, wo es so viele Instabilität gibt. Wir brauchen mehr denn je jetzt diese Kohäsion des Landes. Das heißt überhaupt nicht, dass die Debatte nicht geführt werden soll, dass diese Ideen nicht gebracht werden sollen, aber das heißt vor allem für uns, dass man muss nicht so schnell und fast zu schnell immer etwas anderes suchen sollen, wo wir gute Lösungen schon gehabt haben. Und das, glaube ich, wird auch von der Bevölkerung ganz genau verstanden. Wenn man etwas Zeit nimmt, und das macht der Bundesrat auch manchmal, mit den Leuten einfach zu diskutieren, das wollen sie. Sie wollen auch etwas Stabilität im Modell und sie wollen auch etwas Klares haben, das gut bewährt ist. Und das ist der Fall in der europäischen Frage. Man muss nicht unbedingt irgendwie etwas neu finden, das nicht neu ist. Wir haben das schon. Wir haben diesen Weg und der Weg ist der Weg der Schweiz. Est-il d'autres questions? Je crois qu'on a épuisé. Monsieur Burkhardt. Einmal darf. Sie haben ja Herrn Barroso in die Schweiz eingeladen. Hat er diese Einladung eigentlich angenommen inzwischen? Monsieur Barroso a toujours dit qu'il était d'accord de venir, mais je crois qu'il attend quand même que les choses progressent. Donc pour le moment, il a nommé son négociateur, ou en tout cas la personne qui s'occupe du dossier, je vous l'ai dit avant. Il nous écrira vraisemblablement avant Noël pour mettre en évidence aussi l'importance des réunions de janvier, mais il ne viendra pas en Suisse avant qu'il y ait eu une évolution importante, je pense, dans le dossier. Je crois que ça ne se justifierait pas. En revanche, l'invitation tient toujours. Nous sommes très heureux s'il l'accepte un jour, parce que si le plaisir est très grand d'aller à Bruxelles, il est parfois encore plus grand de recevoir à Berne. Y a-t-il encore des questions? Oui, Monsieur Schmidt. Ja, Herr Bundesrat, vielleicht noch eine Frage. Warum informieren Sie uns ausgerechnet heute so ausführlich über die Europapolitik? Wenn ich das richtig sehe, gibt es ja nicht wirklich viel Neues darüber zu berichten. Ist das eine Folge der Kritik in den Medien, dass Sie die Außenpolitik zu wenig erklären, oder hat das mit den EWR-Feierlichkeiten zu tun, oder was ist der Grund? Weil ich es wollte. Ich habe es immer gesagt, man muss etwas sagen, wenn man etwas zu sagen ist. Heute gibt es nicht viel Neues, fast nichts, aber es gibt etwas zu sagen. Und das war das mit der Kohäsion.
Darf ich noch eine Frage stellen? Haben Sie dann das Gefühl, dass Sie vielleicht etwas zu defensiv informiert haben in den letzten Monaten? Eben nicht. Nein, ich finde es einfach richtig so. Und es wird leider weiter so gehen, meine Damen und Herren, mit mir. Y a-t-il d'autres questions? Non, ça n'est plus le cas. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end.